Imaginez risquer votre vie à faire passer du pétrole russe sous sanction, pour ensuite ne pas être payé à temps, voire pas du tout. En septembre, les salaires impayés à travers la Russie ont atteint environ 164 milliards de roubles, soit environ 17 millions de dollars américains. C'est plus d'1 milliard de roubles de plus que l'année dernière, soit presque le triple de ce que c'était il y a 12 mois. La Russie subit vite les sanctions. Les États-Unis gèlent les avoirs de sa banque centrale et le rouble chute. De grandes entreprises industrielles russes mettent leurs employés en congé sans solde ou réduisent leurs effectifs alors que l'économie de guerre ralentit. L'industrie métallurgique russe subit des licenciements et une baisse des heures de travail en raison de la chute de la demande et de pressions financières accrues. Les travailleurs russes vont désormais à des extrêmes pour obtenir l'argent qu'ils ont déjà gagné. En octobre, plus de 60 ouvriers désespérés d'une grande centrale électrique sont montés sur le toit, menaçant de sauter si la direction ne payait pas immédiatement leur salaire. Imaginez être tellement accablés par des mois de lutte et de faim qu'ils ont choisi de risquer leur vie plutôt que de continuer à être ignorés. Même les entreprises les plus prospères de Russie font faillite. Orosa, premier producteur mondial de diamants par volume, a d'abord baissé les salaires de 10%. Quelques mois plus tard, elle a cessé toute activité dans plusieurs mines. Le mois dernier, en octobre, l'équipage d'un pétrolier russe sanctionné a refusé de prendre la mer. Il travaillait depuis des mois sans être payé. Finalement, les autorités russes n'ont eu d'autre choix que de retenir le pétrolier au port de Mourmansk. Il s'est avéré que les 20 membres d'équipage n'avaient pas reçu d'argent depuis plus de 4 mois, avec près de 10 000 $ de salaires impayés que leur devait le capitaine du navire. Ces pétroliers de la flotte fantôme ont permis à l'économie russe de survivre ces 3 dernières années, en transportant illégalement du pétrole sous sanction. Quand ceux qui soutiennent votre économie ne sont pas nourris, c'est le signe d'une crise majeure. Dans cette vidéo, nous verrons pourquoi les principales usines russes ferment déjà, et pourquoi des milliers de travailleurs restent sans salaire. L'économie de guerre de Poutine atteint clairement un point de rupture dangereux. Mais à quel point la situation va-t-elle empirer? La crise économique pourrait-elle forcer Poutine à arrêter la guerre en Ukraine? Ou bien les Russes ordinaires devront-ils ramasser les morceaux? Si vous pensiez que la crise salariale touchait seulement le pétrole, le charbon et l'électricité à cause des sanctions et frappes de drones, vous vous trompez. Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. En réalité, le plus gros retard de paiement des salaires touche une grande entreprise de construction routière. Ils n'ont pas payé leurs 3600 employés depuis mars, accumulant 608 millions de roubles, soit environ 8 millions de dollars de salaires impayés. Cette entreprise seule compte pour plus de 35% des salaires impayés déclarés en Russie. Pourtant, nous pourrions facilement citer des dizaines d'autres entreprises dont les dettes salariales combinées dépassent largement les chiffres officiels. Vladimir Poutine veut que nous le croyions. Par exemple, un fournisseur d'équipements industriels dans la région de Kemarovo a laissé ses ouvriers sans salaire, avec 65 millions de roubles, soit environ 80 000 $ de salaires impayés. Rosevet, une entreprise de services alimentaires à Atula, doit plus de 36 millions de roubles, environ 450 000 $ à son personnel. Selon les syndicats russes, la dette réelle à l'échelle nationale dépasse probablement 24 milliards de roubles, soit le double des chiffres officiels, et 5 fois plus que l'année dernière. Pendant la première année de la guerre, en 2022, beaucoup de Russes ont vu leur salaire fortement augmenter. Une pénurie de main-d'œuvre causée par la mobilisation vers le front, associée à des dépenses gouvernementales massives pour l'armée, a fait que les usines de défense ont commencé à fonctionner 24 heures sur 24 et à verser des salaires élevés simplement pour maintenir leurs activités. Les soldats et leurs familles ont obtenu d'importantes primes, et les sous-traitants militaires ont bien récompensé les ouvriers atteignant des objectifs exigeants. En 2023, les revenus en Russie ont augmenté de près de 6%, dépassant l'inflation pour la première fois depuis des années. Les Russes ordinaires, longtemps en difficulté financière, ont soudain eu plus d'argent que jamais. Même les régions pauvres ont connu un essor économique, quand les usines de défense ont repris, submergées de commandes. Mais ce boom s'est avéré n'être qu'un simple coup de fouet passager. Dès la mi-2023, les premières fissures commençaient déjà à apparaître. Les usines Polivat ne trouvaient pas assez d'ouvriers, ni même la capacité de base nécessaire pour répondre aux exigences militaires impossibles du gouvernement. Le chômage a atteint un niveau historiquement bas de seulement 21%, ce qui pourrait sembler fantastique jusqu'à ce que l'on réalise que ce n'était pas dû à une véritable santé économique. Des dizaines de milliers d'hommes valides ne faisaient plus partie de la main-d'œuvre régulière. Ils étaient enrôlés dans une guerre à laquelle beaucoup ne croyaient pas. Pendant ce temps,
De nombreux autres étaient épuisés par les heures supplémentaires dans les usines de défense. Poutine s'est vanté fièrement de ce taux de chômage artificiellement bas comme d'une preuve évidente de son succès économique. Malgré les avertissements de ses conseillers sur la stagnation économique, la Banque centrale russe a dû intervenir face à la gravité de la situation. Entre l'été et l'automne 2023, ils ont augmenté le taux directeur de 16% à 21%, son plus haut niveau depuis plus de 20 ans. L'objectif était de freiner l'inflation en rendant l'emprunt plus cher, ralentissant les dépenses et calmant les secteurs surchauffés de l'économie. Et oui, cela a marché, peut-être trop bien. L'inflation s'est stabilisée et les prix des biens courants ont enfin arrêté d'augmenter. Mais les conséquences de taux d'intérêt aussi élevés se sont révélées tout aussi dommageables que les problèmes qu'ils tentaient de résoudre. Les entreprises qui dépendaient fortement de l'argent emprunté pour faire fonctionner leurs activités ou pour se développer se sont soudainement retrouvées confrontées à d'énormes augmentations du coût de leurs dettes. Beaucoup d'entreprises ont dû cesser d'embaucher, réduire leur production, retarder les salaires ou fermer. La croissance du produit intérieur brut supérieur à 43% en 2024 a chuté à environ 0,71% cette année. Ces fortes hausses de taux d'intérêt font grimper les paiements mensuels des entreprises de 30 à 70%. Les entreprises doivent choisir entre défaut de paiement de prêt ou retarder les salaires, leurs options étant limitées. Faire défaut n'est pas une option, car cela ruinerait leur accès au crédit et menacerait leur entreprise. De nombreuses entreprises retardent les salaires, car le taux d'intérêt punitif de 20% de la Banque centrale les étouffe. Par ailleurs, les sanctions internationales et le ralentissement économique mondial ont fortement diminué la demande des principales exportations russes, comme l'acier, le charbon et le bois. Même à l'intérieur de la Russie, il y a beaucoup moins d'argent en circulation. Les gens gagnent moins, beaucoup ont perdu leur emploi, et la plupart ne peuvent plus acheter autant qu'avant. D'après les statistiques officielles russes, près d'un tiers des entreprises ne sont plus rentables. Sur 20 grands secteurs manufacturiers, seuls 4 sont encore en croissance, dont 3 liés à la production militaire et d'armement. Clairement, hors secteurs liés à la guerre en Russie, les entreprises sont au bord de l'effondrement ou peinent à survivre. C'est pourquoi même une croissance du produit intérieur brut de 1% n'est sans doute pas réelle. 67 des 89 régions russes ont déjà épuisé leur budget annuel dès le premier semestre 2025. Prenez la République des Komi, très dépendante de l'exploitation minière. Début 2025, les recettes de l'impôt sur le revenu ont chuté de 54% par rapport à l'année précédente. La région voisine de Tcheliabinsk, grand centre industriel, a vu ses recettes baisser d'un tiers. Les gouvernements locaux russes mobilisent leurs derniers fonds pour payer les travailleurs essentiels comme enseignants, médecins et infirmiers. Dans de petites villes, des centaines de familles dépendent d'une seule usine ou mine pour vivre. Mais maintenant, avec la fermeture de tant d'entreprises, des communautés entières risquent de perdre leurs moyens de subsistance presque du jour au lendemain. Prenez par exemple cette usine de contreplaqué en Sibérie occidentale. Elle est exploitée par Svetsa, l'une des plus grandes entreprises russes de produits du bois. Avec la hausse des prix au quotidien et des salaires stagnants ou en baisse, acheter des meubles est devenu la dernière préoccupation des gens. La demande s'est effondrée, forçant l'usine à fermer. Plus de 300 personnes ont soudain perdu leur emploi. L'entreprise n'a presque donné aucun avertissement et n'a proposé aucun plan immédiat pour l'avenir des ouvriers. Pire encore, elle avait probablement ses propres dettes salariales. Le charbon a longtemps été central dans l'économie russe et reste important après le pétrole. Aujourd'hui, en 2025 même, l'industrie du charbon est en difficulté. Le vice-premier ministre Alexandre Novak a informé le président Poutine qu'au moins 30 mines de charbon étaient proches de la faillite. Les responsables locaux de la région de Kouzbas, qui abrite certains des gisements de charbon les plus riches du monde, ont signalé que 18 des 151 mines et sites à ciel ouvert ont déjà fermé cette année. L'Europe rejetant le charbon russe et la Chine n'achetant qu'à bas prix. Des mines ferment presque chaque mois. En avril 2025, près de 19 000 travailleurs du charbon avaient déjà perdu leur emploi. Un chiffre stupéfiant pour une industrie qui emploie environ 150 000 personnes au total. La plupart de ces mineurs n'ont nulle part où aller. Seuls 2400 ont pu être transférés vers d'autres mines ou industries. Les autres se retrouvent au chômage dans des villes où le charbon était souvent la seule source d'emploi. Un chômage comme celui-ci pourrait être l'un des clous dans le cercueil de Poutine. Imaginez voir 30 villes se mettre en grève, presque du jour au lendemain. Comment contrôler cela? En plus, la Russie subit encore le traumatisme du chômage des années 1990.
Après la chute de l'Union soviétique, salaires impayés et grèves massives étaient courants. En 1998, des mineurs de charbon ont bloqué le transsibérien après des mois sans salaire. Vladimir Poutine a pris le pouvoir en promettant de mettre fin à ces humiliations. À son crédit, il l'a fait. Lors des booms pétroliers des années 2000, le gouvernement a réglé les arriérés de salaires et de pensions. Être payé à temps est redevenu la norme. C'est pourquoi le revirement soudain d'aujourd'hui semble si choquant. Une génération de Russes a grandi sous la stabilité de Poutine et des salaires sûrs, avant de perdre soudainement cette sécurité. Mais cette fois, il ne s'agit pas seulement des mineurs ou des ouvriers d'usine. Des enseignants, infirmières et fonctionnaires de plusieurs régions signalent aussi des retards de salaire. Des chemins de fer et voitures aux métaux, charbon, diamants et ciment. De grandes entreprises industrielles russes préfèrent imposer le temps partiel à leurs employés plutôt que de les licencier. Autovovas, principal constructeur automobile russe avec 40 000 employés, a adopté la semaine de 4 jours fin septembre pour réduire les coûts, entraînant une baisse de salaire de 20% pour tous. Le constructeur de camions Kam-Oz et l'usine automobile Gorky ont fait la même chose pendant l'été. Du point de vue de l'entreprise, un ouvrier de chaîne de montage automobile a besoin de plusieurs mois de formation. Remplacer un sidérurgiste ou ingénieur minier chevronné est encore plus ardu. Les entreprises hésitent à perdre un capital humain qu'elles pourraient bientôt nécessiter, espérant que la guerre finisse avant leur faillite. Même Chemin de fer russe, grande entreprise publique de 70 000 employés, a demandé aux travailleurs de prendre chaque mois des jours de congé non payés pour réduire les coûts. De toute évidence, ces industries n'évitent pas les licenciements par bonté de cœur. Elles font face à de fortes pressions politiques de Poutine et sociales de leurs employés. Mais parfois, même la grève n'est pas possible. Au début de la guerre, plus de 1000 travailleurs migrants d'Asie centrale construisant un complexe de gratte-ciel à Moscou ont fait grève après 4 mois sans salaire. Le géant du bâtiment Crocus Group, appartenant à un puissant oligarque, a réagi en faisant tirer des coups de feu en l'air par les forces de sécurité pour disperser la manifestation. Rappelez-vous, en février 2023, un an après la guerre, des ouvriers n'étaient pas payés depuis 4 mois dans la ville la plus riche de Russie. Si la situation était déjà aussi absurde, imaginez à quel point elle doit être désespérée aujourd'hui dans toute la Russie. Durant la crise économique, la Chine a profité de la Russie en la trahissant. Bien sûr, cette relation avec la Chine a en quelque sorte aidé la Russie à rester à flot. Mais presque chaque mois, Xi Jinping trouve des moyens de faire pression sur Poutine pour obtenir des accords encore plus avantageux. La Chine paie le strict minimum pour importer gaz, charbon, acier et uranium russe. En même temps, elle inonde le marché russe de produits bon marché, poussant les entreprises locales confocogères à la faillite et préparant la domination et les futurs monopoles des entreprises chinoises après la guerre. Un secteur, cependant, semblait invincible malgré tous ces problèmes, l'industrie. Jamais on n'aurait pensé entendre parler de réduction budgétaire ici. Les usines d'armement et fournisseurs militaires ont soutenu l'économie de guerre russe, les dépenses militaires atteignant parfois 30% du budget national. De façon surprenante, en août 2025, les salaires des ouvriers de l'armement ont baissé de 10% pour la première fois depuis le début de la guerre. Tout simplement parce que même les plans de défense avaient atteint leurs limites. Le vice-ministre de l'Industrie, Vassili Osmikov, a reconnu que l'économie avait atteint un point où ajouter de la main-d'œuvre ne suffisait plus. En 2023, les usines de munitions avaient déjà atteint leur capacité maximale, sans possibilité d'expansion. Sauf dans des domaines comme la fabrication de drones. Stimulées par la guerre, les entreprises de défense n'ont plus à proposer de fortes hausses pour attirer des travailleurs qualifiés. Mais baisser le budget de la défense aura de lourdes conséquences. Le gouvernement russe peut difficilement agir sans risquer de sérieux troubles. Gérer les ralentissements dans les industries civiles a toujours été beaucoup plus simple historiquement. Lors de la crise de 2008-2009, Moscou a soutenu les constructeurs automobiles et les chemins de fer russes pour éviter des licenciements massifs. Pendant la Covid-19, puis lors des sanctions de 2023, les autorités ont exigé que les usines gardent leurs employés. Même si cela signifiait payer les employés à ne rien faire, simplement pour empêcher le taux de chômage de devenir incontrôlable. Mais ces mesures restent temporaires, non durables. Elles gagnent un peu de temps, sans résoudre le problème de fond, d'où la question des salaires apparue en 2024 et qui s'aggrave chaque mois. Y résoudre cela n'est pas aussi simple. Lorsqu'il s'agit du secteur de la défense, les contrats de défense sont généralement des engagements à long terme de plusieurs millions de dollars. Une baisse soudaine des commandes de défense touche immédiatement tous les fournisseurs, des aciéries aux fabricants d'électronique.
Ces entreprises spécialisées ne peuvent pas changer rapidement de produit ou de marché. Elles ont beaucoup investi dans des équipements, formations et usines dédiées à la production de défense. Les dépenses de défense stimulent aussi l'innovation et la technologie, essentielles pour la compétitivité militaire de la Russie. Avant cette guerre, la Russie figurait parmi les 2 principaux exportateurs d'armes mondiaux. De 2019 à 2023, elle représentait environ 11% des exportations mondiales d'armes. Et une fois que cette guerre sera terminée, la Russie essaiera probablement d'exporter à nouveau des armes, tout comme elle le fait avec le pétrole. Mais il est difficile d'imaginer qui voudrait vraiment les acheter, vu leur mauvaise performance sur le champ de bataille. Donc, plus l'économie de guerre de la Russie continuera de détourner des ressources de tout le reste, plus la stagnation s'aggravera. La Russie a déjà utilisé une grande partie de ses réserves pour financer la guerre et soutenir des industries clés. En 6 mois, en 2025, le Kremlin a dépensé 85 000 milliards de roubles, environ 100 milliards de dollars, pour la défense. Si les salaires continuent de baisser malgré ces énormes dépenses, il est difficile d'imaginer ce qui pourrait encore sauver l'industrie de défense russe aujourd'hui. En même temps, la valeur du rouble chute, aggravant tous les problèmes évoqués, et bien d'autres. Le problème majeur actuellement est que les régions russes diminuent aussi les paiements aux soldats sous contrat. Au Tardistan, les paiements ont chuté de 31 millions de roubles à 80 000, soit une baisse d'environ 75%. Mariel, Tchouvachi, Belgorod et Nijni Novgorod ont constaté la même chose, certains allant même jusqu'à seulement 50 000 roubles. Imaginez risquer votre vie pour seulement 6 000 $ avec une chance sur 5. Voilà à quel point la situation s'est dégradée. Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi toute l'économie s'effondre lentement, semaine après semaine. Pour l'instant, le Kremlin peut maquiller les chiffres, peut-être pendant quelques mois ou même une année, et les Russes ordinaires pourraient serrer les dents et continuer. Plus la guerre dure et plus le gouvernement détourne de ressources de l'économie, plus nous entendrons parler de salaires impayés. Chaque salaire en retard, chaque usine passant à 4 jours, chaque famille sautant des repas, pendant que le père attend le paiement de son patron. Chaque cas frappe encore l'économie russe. Le régime de Poutine peut-il poursuivre la guerre sans compromettre la stabilité économique, ou quelque chose finira-t-il par céder ? Le Kremlin a jusqu'ici tenté de protéger la population des effets économiques directs de la guerre, ou de les retarder. Ils ont inondé l'économie d'argent en 2022 et 2023. Ils ont mobilisé des soldats issus de régions pauvres et éloignées pour éviter la colère des habitants de Moscou et Saint-Pétersbourg, et ont durement réprimé la dissidence. Longtemps, de nombreux Russes ont pu vivre comme si l'opération militaire spéciale n'affectait pas leur quotidien. Mais maintenant, cela change. On ne peut pas maintenir une économie dans un état de guerre permanente qui épuise les ressources, sans s'attendre à ce qu'elle atteigne finalement un point de rupture. Et ce point de rupture, ce sont les citoyens russes. Certains menacent littéralement de mettre fin à leur jour, ou de mourir de faim, simplement pour obtenir les salaires qui leur sont dus. Ils ont vu les usines fermer, et les mines s'emplir d'eau, comprenant que personne ne viendra les aider. Ce ne sont pas des manifestations politiques sur la démocratie ou la politique étrangère, mais des explosions de colère liées à la survie. Aucune propagande ne le justifie. Un homme qui ne peut pas nourrir sa famille après avoir travaillé 12 heures par jour ne se souciera pas de l'OTAN ou de la dénazification. Si cela continue encore quelques mois, Poutine pourrait faire face à une vague de colère que même son système répressif ne pourra pas contenir. On n'en est pas encore là, mais on s'en rapproche de plus en plus. Mais il est aussi probable que les Russes ordinaires souffrent, tandis que la guerre se poursuit. Poutine a maîtrisé l'art de détourner les reproches et de réprimer la dissidence. Les médias d'État détournent aisément la colère publique vers les responsables locaux ou chefs d'entreprise, les accusant de corruption ou d'incompétence, au lieu de reconnaître des problèmes systémiques. Les procureurs ciblent les directeurs d'usines pour salaires impayés, comme si seuls quelques patrons corrompus étaient responsables, et non le système entier. Le Kremlin pourrait renforcer ce genre de bouc émissaire, sacrifiant quelques oligarques ou gouverneurs régionaux pour apaiser la colère du public tout en maintenant la machine de guerre en marche. Ainsi, le taux de pauvreté, que Vladimir Poutine avait tenté de réduire dans les années 2000, semble à nouveau augmenter, malgré le refus des statistiques officielles de l'admettre. Le gouvernement va sans doute renforcer les solutions de fortune. Des injections d'argent d'urgence pourraient être faites dans certaines usines pour régler les arriérés de salaire. À chaque manifestation, on imposera plus souvent le temps partiel aux travailleurs au lieu de les licencier, et la propagande affirmera que ces difficultés sont temporaires ou exagérées par les ennemis de la Russie.
Vladimir Poutine pourrait personnellement annoncer certaines mesures de soutien. Par exemple, débloquer des fonds supplémentaires pour les arriérés de salaire, ou ordonner une augmentation des salaires dans le secteur public, pour montrer qu'il se soucie de la situation. Mais à ce stade, toutes ces mesures ne servent qu'à gagner du temps, pas à réparer ce qui s'effondre déjà. Merci d'avoir regardé.